Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler préparation physique pour athlètes, on va parler de comment garder ses tendons en bonne santé toute l'année, je vais vous donner le secret, donc restez connectés. Et on va parler également de CrossFit, des bienfaits, des désavantages, de ce que je pense de cette discipline, de ce qu'elle a amené à la culture fitness telle qu'on l'a connue par le passé et ce qui a changé bien entendu. Donc j'ai reçu pas mal de questions, des questions intéressantes, je le rappelle à chaque fois, il y a un lien dans la description. Vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère, ça me permet justement d'être inspiré et surtout de pouvoir vous aider. Donc je répète à chaque fois, aidez-moi à vous aider. Donc commençons directement par la première question qui tourne autour de la programmation, la préparation physique pour athlètes. Question de Shadi ici qui a été posée en disant la chose suivante. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Comment tu fais pour analyser la discipline sportive d'un athlète? Quels paramètres tu prends en compte? Quelles données tu récoltes? Est-ce que tu fais des testings? Alors je tiens à dire, Shadi, je sais que c'est un participant du programme Mentorship. D'ailleurs, il a mis un commentaire ici. J'ai participé au programme Mentorship. C'était une tuerie. Merci. Merci à toi Shadi et merci à tous les participants du programme Mentorship. Alors, je tiens à dire justement, on fait cette petite transition ici, c'est que je réponds à toutes ces questions en long et en large dans le programme Mentorship. Donc, Shadi, le premier truc que je vais te demander de faire, c'est de revoir tes notes, de revoir le webinaire, de revoir toutes ces informations parce que tu as bien entendu réponse à toutes ces questions. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon processus de pensée dans un premier temps. Je sais qu'il y a beaucoup de préparateurs qui écoutent le KSU Show podcast, beaucoup de personal trainers et également beaucoup d'athlètes de tout niveau. Et si vous êtes un athlète de peu importe votre niveau, eh bien, c'est important de garder ça en tête parce que vous travaillez avec un préparateur physique de votre club ou alors un préparateur physique individuel, votre personal trainer, et au final vous devriez comprendre tout ce qu'il fait. Et je répète à chaque fois, moi quand je travaille avec mes athlètes, eh bien j'essaie d'expliquer. J'aime les athlètes qui aiment comprendre. J'aime pas les athlètes qui se disent simplement ouais, vas-y fais-moi en faire un truc. Non, moi je t'explique parce qu'au final l'intention que tu vas y mettre, ta compréhension va changer complètement le résultat qu'on va pouvoir créer avec l'exercice qu'on est en train d'utiliser. Parce qu'on n'est pas en train de réinventer la roue. On ne réinvente pas la roue. On utilise les mêmes exercices, mais comment on va peaufiner certains détails, c'est ce qui va faire toute la différence. Je le répète à chaque fois, les petits détails font de grandes différences. Donc c'est important de comprendre le tout. Donc ce que je fais quand je travaille avec un athlète d'un sport bien précis, et je le dis à chaque fois, je peux travailler avec des athlètes de n'importe quel sport. Je n'ai pas besoin d'avoir des connaissances super précises sur le sport, d'avoir pratiqué le sport en soi. Ça demande un certain travail d'étude, bien entendu, si on ne connaît pas le sport. Mais je dirais même qu'il y a des avantages à justement ne pas travailler avec un athlète qui fait l'autre sport de prédilection. Pourquoi? Parce que souvent, ce que j'observe dans le monde de la préparation physique au sein de différents clubs, eh bien, c'est que je vais voir les clubs de foot et ce sont des, pardonnez-moi du terme, parce que c'est un peu le terme, mais je tombe dans cette catégorie. Souvent, les préparateurs physiques, les personal trainers sont des athlètes ratés. Il faut dire ce qui est, ou des athlètes qui ont fini leur carrière tôt, etc. Voilà, c'est la vérité malheureusement. Du coup, on a transitionné, on s'est dit, oh, on aurait pu faire des trucs mieux et on a développé cette capacité-là et du coup, on veut aider d'autres athlètes. C'est la vérité, on va pas s'en cacher ici. Donc le fait est que on se retrouve avec des préparateurs de foot qui sont des anciens footeux, des préparateurs de basket qui sont des anciens basketteurs, des préparateurs de sport de combat qui sont des anciens combattants. Et du coup, malheureusement, on a nos biais cognitifs. Et on se retrouve à faire à nos athlètes ce qu'on faisait par le passé ou ce qu'on pensait être le plus optimal par le passé. Parce qu'on ne peut pas s'en détacher. Alors que lorsqu'on arrive avec quelqu'un qui a un canevas qui est complètement, qui n'est pas rempli, qui est vide, okay, qui est neutre, eh bien cette personne-là doit étudier le sport, doit comprendre certains aspects, etc. Et je pense que là, ça devient très intéressant. Je pense sincèrement qu'il faut avoir un background athlétique de manière générale pour travailler avec des athlètes. C'est très, très, très important. Ça, c'est primordial pour moi et je suis très reconnaissant d'avoir ce bagage athlétique. Mais on n'est pas obligé d'avoir pratiqué le sport à 100%. On doit s'y connaître un peu, encore une fois, mais vous l'aurez compris. Parfois, c'est intéressant de prendre quelqu'un qui va vraiment étudier le sport, qui vient avec une approche différente parce que le but, comme vous allez comprendre dans un instant, ce n'est pas de chercher à mimer exactement le sport. Donc, le premier truc que je vais chercher à faire avant de m'attarder sur l'athlète, lorsqu'on parle du sport, c'est la première question qui a été posée ici par Shadi, comment tu fais pour analyser la discipline sportive d'un athlète? Et bien le premier truc que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, est-ce que ce sport a une dominance plutôt dynamique ou alors a plutôt une dominance force? Et parfois c'est assez obvious, ça veut dire que on le voit directement, ok, pardonnez mon franglais ici, mais on sait, ok, par exemple un powerlifter, on a cette dominance force. Donc on essaie de faire un peu un espèce de profil force-vitesse, bien que on ne puisse pas le faire à 100%, mais on a une dominance un peu sur l'aspect vélocité, l'aspect dynamique, ou alors une dominance plutôt sur la force avec des vitesses moins élevées. À l'opposé, on va prendre par exemple un sprinter ou un joueur de basket, etc., un aspect un peu plus dynamique versus le côté force. Okay, donc déjà là, parfois, c'est assez simple à catégoriser. Et il y a d'autres disciplines où on est un peu entre les deux et ça devient un peu plus complexe. Okay, à partir de là, eh bien, on va savoir, ok, hey, ce sport-là, je retrouve beaucoup de X. Par conséquent, dans mon activité, je ne dois pas forcément
redonner encore du X. C'est un peu ça, ok, l'idée. Au contraire, même parfois dans mon activité, dans mon sport, hein, je retrouve tout le temps X, eh bien, le préparateur physique doit faire en sorte de donner Y, parce que Y, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le sport en question. Et Y va créer des adaptations tendineuses, ligamentaires, tissulaires, etc. qu'on ne va pas pouvoir créer dans notre sport. Et vous voyez qu'ici, justement, on utilise une approche totalement opposée de vouloir mimer le sport en question. Okay, on se dit, hey, dans mon sport, je crée certaines adaptations. Ok, ça ne sert à rien de vouloir créer les mêmes adaptations en salle de préparation physique. Il faut voir la préparation physique d'un athlète comme quelque chose qui va vouloir complémenter, qui va vouloir améliorer l'activité physique, le sport en question de l'athlète. Et à partir de là, eh bien, on doit faire ce travail analytique en se disant, ok, hey, moi, c'est ce que j'ai à rajouter en plus, ce qu'on ne va pas retrouver là. Enfin, j'espère que c'est clair ici. Je tourne un peu en rond, mais c'est très important de le garder en tête. Maintenant, le deuxième truc que je vais bien entendu analyser, ce sont les articulations, ou plus précisément les fonctions articulaires qui sont inclus dans le sport en question et bien entendu les angulations utilisées au niveau de ces fonctions articulaires. Donc on le sait, par exemple, si vous êtes un joueur de baseball, vous lancez une balle, j'ai besoin de X degrés de rotation externe de l'épaule, je vais solliciter ça et à partir de là, je vais me dire ok, je vais aussi solliciter ça de manière répétée, ce qui va avoir certaines conséquences, ce qui veut dire que éventuellement, eh bien, certains de ces tissus vont avoir une certaine dégénérescence parce que justement ils sont sursollicités. Ah tiens, ça me dit un truc, ça me dit ok, je dois m'attarder également sur ces tissus-là, malgré le fait que je les utilise déjà dans mon sport, mais je vais les utiliser d'une façon différente. J'en reviens au premier point. Okay, je parle conceptuellement ici, mais j'espère que ça peut vous aider. Troisième point qui est très important lorsque je travaille avec un athlète, peu importe la discipline, c'est que je vais rechercher les blessures les plus courantes dans la discipline en question. Et ça, c'est très, 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 très important. Même si l'athlète avec qui je travaille ne souffre pas de certaines blessures qui sont les blessures les plus courantes, c'est quand même quelque chose que je vais garder dans le coin de ma tête, dans ma programmation et je vais l'intégrer. Et je vais en parler dans un instant justement lorsqu'on va parler de comment garder ses tendons en bonne santé. Donc gardez ce point en tête, ce point il est très important. Ensuite, je vais analyser les différents plans de mouvement qui sont utilisés. Ok, est-ce qu'on utilise, on a 3 plans de mouvement dans le jargon pour ceux qui ne sont pas du métier. Simple, sagittal, donc on pense en avant, on pense frontal, on pense sur le côté, ok, sur les côtés, et on pense transverse avec un mouvement de rotation, ok, aussi simple que ça. Et à partir de là, je me dis, ok, dans ce sport, on retrouve plutôt une dominance de ça, ou alors plutôt une dominance de ça, ok. À partir de là, j'arrive à gérer ma programmation et je me dis, ok, je pense que je devrais rajouter plutôt ça, ou alors ça dans ma programmation en préparation physique. Ensuite, ce que je vais analyser également, eh bien, ce sont les tissus qui sont extrêmement sollicités. Je reviens à ce que j'ai dit auparavant, c'est le même point, ok. Donc, si c'est beaucoup sollicité, je pense par exemple à un basketteur, il saute beaucoup, il atterrit, il fait des changements de direction, des petits pas, etc. Ok, qu'est-ce qui est souvent sollicité? Ah, le tendon d'Achille. Ben, vous voyez que tout est connecté. Ah, qu'est-ce qui est souvent blessé chez les basketteurs? Ah, le tendon d'Achille. Ok, vous voyez donc là, on arrive à rejoindre un peu les pièces du puzzle ici. Et bien entendu, je vais également analyser ce qui n'est pas sollicité dans le sport en question de l'athlète pour le rendre plus humain. Et là, justement, l'idée c'est ça, c'est qu'un sport nous enferme dans certaines patterns de mouvement, nous enferme dans certains mouvements prédéfinis, avec des règles prédéfinies. Et notre corps va donc s'accommoder à ce sport en question. Et on va s'adapter, on va avoir une certaine posture à cause du sport qu'on pratique, on va sursolliciter certains tissus et on va négliger complètement d'autres tissus. Et certes, ça nous rend meilleurs à notre sport, mais ça nous rend moins bien en tant qu'être humain. Et selon mon expérience, plus on s'éloigne de cette norme d'être humain, plus eh bien, on se met à risque, si on veut, au niveau des blessures. Okay, on a une certaine harmonie, on vient avec une certaine harmonie et cette harmonie est complètement déréglée. Et plus elle est déréglée, selon mon expérience, eh bien, plus ça va être problématique. Donc le but, ça va être aussi quelque part de rendre l'athlète meilleur dans son sport, mais toujours en essayant de ramener un peu plus ce côté humain. Donc l'idée de travailler sur ces tissus qui sont tout le temps négligés dans le sport de l'athlète. Encore une fois, on revient à s'éloigner encore une fois de cette idée de mimer à 100% le sport en question. Donc j'espère que ça a du sens ici d'un point de vue analyse du sport, c'est ce que je vais chercher à faire. Ensuite, le plus important qui est au-dessus de cette hiérarchie de points que je viens de mentionner au niveau de l'analyse du sport, eh bien c'est l'analyse de l'athlète. Et ça, c'est le plus important parce que le but, c'est jamais de faire un programme qui est sport spécifique, comme je l'ai dit, en cherchant à mimer ou je ne sais quoi. L'idée, c'est de faire un programme qui est athlète spécifique, individu spécifique. Donc, on doit se baser sur ça. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais faire une évaluation articulaire complète. En général, avec moi, ça dure 3 heures.
Et ça, athlète ou pas athlète, je le fais avec tous les clients, la personne lambda, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de sélectionner les exercices de la manière la plus appropriée possible. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, ces exercices sont appropriés pour moi parce que j'ai la capacité de les faire. Ces exercices, eh bien, je dois les mettre de côté le temps que, éventuellement, je travaille sur ma capacité articulaire et ensuite, je pourrai revenir dessus et les utiliser afin de développer X, Y qualité. Ok, donc, c'est comme ça que je vais faire. Ensuite, je vais faire un profil force-vitesse de l'athlète. J'ai des tests bien précis, des tests de saut, etc. Et à partir de là, je me dis, ok, cet athlète, il a plutôt une dominance force ou alors plutôt une dominance vitesse. Et à partir de là, je vais me dire, ok, lui, pour augmenter ses performances, je dois m'attarder sur le phénomène qui est un peu à la traîne. Et à partir de là, ou la qualité plutôt, pardonnez-moi, qui est plutôt à la traîne. Et donc, je vais travailler dessus. Ça va être ma priorité jusqu'à ce qu'on ait rattrapé justement ce qu'on a à rattraper. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'aller dans la bonne direction et d'améliorer nos performances. Ensuite, le dernier point, les testings, si on venait à mettre ça dans cette catégorie-là, qui ne l'est pas vraiment. Alors, je ne fais pas de test en disant, ok, tu vas faire un back squat et on va tester ton 1RM, ou je vais faire ton deadlift et tu vas tester ton 1RM. J'utilise pas ça de cette façon-là. Bien entendu, j'inclus principalement des sprints, j'inclus des sauts et j'inclus également des exercices avec des charges pour les athlètes les plus expérimentés qui travaillent avec moi depuis un moment. On va travailler avec des 2-3 RM et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récolter des informations comme point de référence. C'est-à-dire que la première fois qu'on va faire un sprint de 20 mètres, je vais noter notre temps. Et éventuellement, ce qui va se passer avec ces exercices, c'est qu'on va les cycler. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, on va revenir sur ces accélérations de 20 mètres et on va voir, ok, est-ce qu'on s'est amélioré ou pas. On va observer les différentes trends. Et au niveau des exercices, c'est exactement la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, c'est pas important de savoir quel est votre 1RM pour un athlète. On s'en fout. Ça vous dit quoi? Ça veut absolument rien dire. Ok, tu as fait un 80 kg au back squat, c'est son 1RM. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il est fort dans son sport, pas fort dans son sport? Ça n'a rien à voir avec son sport. Donc, on doit simplement utiliser ces données-là pour se dire, ok, c'est un point de référence, à savoir, est-ce qu'il a amélioré ce point de référence dans X mois? Ok, on va retester le tout. Si on veut, on va réintégrer cet exercice, cette modalité. Et est-ce qu'il s'est amélioré, oui ou non? Et à partir de là, on voit, ok, s'il s'est amélioré, eh bien, il a fait des gains de force. Et s'il a fait des gains de force, là, oui, il y a un transfert dans son sport. Mais ce n'est pas le gain sur l'exercice prédéfini à travers des règles prédéfinies, des règles arbitraires et des standards arbitraires qui vont nous dire que c'est mieux pour l'athlète en question. Okay, donc vous l'aurez compris, les 1RM pour moi, ça sert absolument à rien. Ça ne donne aucune indication. Donc voilà comment j'organise le tout avec mes athlètes. J'espère que ça pourra vous aider et c'est très pertinent de garder ça en tête. Je reviens directement donc au deuxième sujet du jour. J'ai nommé donc cette question vu que j'ai deux programmes qui sont sortis, programme Restore tendinopathie patellaire et Restore tendinopathie quadricipitale. Et j'ai reçu pas mal de questions justement sur comment gérer justement ces blessures au niveau des tendons. J'ai reçu énormément de messages d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé au programme Épaule Bulletproof, Ange Bulletproof, etc., qui souffraient de tendinopathie, de douleurs chroniques et qui m'ont dit maintenant je peux refaire mes activités, je peux refaire mon jiu-jitsu, je peux refaire ma musculation sans plus de douleur. J'ai vraiment compris ce que tu nous disais d'appliquer, mais j'ai encore des questions, etc. Du coup, une des questions qui revenait souvent, c'est comment on fait justement pour s'assurer que ça ne revienne plus, que je n'ai plus à faire face à certaines douleurs et j'ai réglé mon problème au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, mais là j'ai des douleurs au niveau du coude. Ok, donc je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes. Alors je vous l'ai dit durant l'épisode de la semaine dernière, le meilleur truc avec lequel commencer, c'est l'isométrie. Graduellement, on va augmenter l'intensité, etc. Et ensuite, on veut suivre un programme très structuré. Malheureusement, je ne peux pas le faire pour chaque articulation ici de vive voix. C'est pour ça que j'ai créé des programmes exprès pour ça, d'accord? Et des programmes généraux sur les articulations. Donc, les programmes généraux, les programmes, la série Bulletproof et la série Restore pour des programmes de réathlétisation bien précis. Quoi qu'il en soit, on commence avec ça pour charger ces tissus. On doit charger ces tendons, ces ligaments, ces muscles, peu importe, pour régénérer du tissu de meilleure qualité. C'est le truc à garder en tête. Aucune modalité passive ne va nous permettre de régénérer du meilleur tissu. Aussi simple que ça, il faut garder ça en tête. Deuxième truc à garder en tête, le corps fait une cicatrisation, certes, mais la cicatrisation n'est pas faite de manière appropriée. La cicatrisation va être faite, mais elle va être faite avec une déposition de tissu qui est une déposition de tissu de moins bonne qualité. Et c'est pour ça que si on se contente simplement de la cicatrisation du corps, avec du repos, des anti-inflammatoires, de la glace, des massages, etc. Ok, certes, ça a cicatrisé, mais on retourne faire notre activité. Et on retourne faire notre activité avec un tissu qui a une capacité qui est beaucoup moins grande que ce qu'on avait avant la blessure parce qu'on a du tissu qui est de moins bonne qualité. Aussi simple que ça, j'ai fait le résumé ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre son programme, bien entendu. D'abord, on fait sa phase de réhab. Comme je l'ai dit, l'isométrie, c'est votre point d'entrée et c'est ce que vous allez garder par la suite également. Et une fois qu'on a atteint notre 100%, on a fait notre programme de réathlétisation, etc. Ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est faire du travail de maintenance. Et il n'y a pas de 1000 remèdes ici. C'est-à-dire que vous allez devoir le faire quotidiennement.
quotidiennement au moins une fois. Okay? Une fois déjà, vous allez aller très loin. Si vous arrivez à le faire 2 fois, pour vos tendons, pour vos ligaments, etc., eh bien, vous devez le faire. Si vous êtes un athlète de haut niveau, vous travaillez avec des athlètes de tout niveau, peu importe, okay, ou vous souffrez de douleurs depuis des années qui traînent, des tendinopathies qui traînent, eh bien, vous êtes obligé de le faire quotidiennement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça va vous prendre 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes max. Okay? Et à partir de là, vous travaillez sur les tendons qui sont problématiques. Mais vous devez le faire quotidiennement. C'est ce que j'appelle du travail de maintenance. Parce que dans votre sport, malheureusement, je reviens à ce que je disais auparavant, je vais analyser les blessures les plus courantes et je vais analyser ce qui est sursollicité. Ce qui est sursollicité, ça va être sursollicité, vous ne pouvez rien y faire vu que vous pratiquez votre activité physique, votre sport. Okay? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire en sorte de régénérer ce tissu qui va être sursollicité, qui va être amené à se dégénérer avec la pratique sportive. Donc, on doit faire un travail pour contrecarrer, si on veut, cette dégradation des tissus. Et ça doit être fait quotidiennement. Okay? Donc, vous le connaissez déjà pour les tendinopathies avec lesquelles vous dealez, vous souffrez depuis un moment. Ça doit être fait. Mais le point le plus important, c'est ça. Et ça, c'est un point clé. J'en parle également dans des présentations que j'ai fait sur les 2 programmes Restore tendinopathie patellaire, Restore tendinopathie quadricipitale. C'est que quand la douleur vient, okay, c'est que c'est déjà trop tard si on veut. Okay. La douleur est venue. La douleur, c'est très complexe ici. Ça va au-delà de l'aspect structurel, bien entendu. Mais l'aspect structurel est un point important à considérer. Donc, quand la douleur vient, eh bien, ça veut simplement dire que le dégât structurel est présent depuis une certaine quantité de temps. Et là, cette certaine quantité de temps va varier en fonction des individus. Ça peut être déjà présent depuis quelques jours, depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois. Et ce n'est qu'après ces jours, semaines, mois que vous ressentez la douleur. Et c'est là que c'est problématique parce qu'il ne faut pas attendre de ressentir la douleur pour faire le travail de maintenance nécessaire pour garder ces tissus en bonne santé. Donc mon message derrière tout ça, c'est vous qui pratiquez de la musculation, qui pratiquait un sport bien précis, qui avait l'habitude justement de ressentir éventuellement des gênes au niveau de certaines articulations éventuellement, eh bien vous devez absolument intégrer du travail de maintenance. Une dose minimale au quotidien, 4 minutes par jour, ok? Ou tous les 2 jours déjà, vous allez faire énormément de progrès. Et à partir de là, eh bien, croyez-moi, vous allez éviter énormément de problèmes. Et encore une fois, si c'est votre métier, parce que vous êtes un athlète, c'est même pas une question, ok, qu'il faut se poser. Maintenant, ça c'est pour les trucs qu'on connaît. Maintenant, il y a les trucs qu'on connaît pas. C'est-à-dire que dans mon sport, souvent les athlètes ont des pubalgies, ok, pubalgie au niveau des adducteurs. Ah mais moi j'ai jamais eu de pubalgie au niveau des adducteurs. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il faut attendre d'en avoir une, ok, parce que éventuellement tu vas en avoir une. Donc le truc qu'on n'a pas souvent, ok, on l'a pas souvent, on l'a jamais expérimenté. Je vais pas forcément le faire tous les jours, mais je vais l'intégrer dans ma semaine. C'est du travail de maintenance que je veux intégrer dans ma semaine parce que je sais qu'éventuellement un jour ça peut m'attraper. Un jour, je peux avoir cette blessure qui est connue dans mon sport malgré le fait que je n'ai jamais ressenti de douleur au niveau de cette zone-là, au niveau de ces tendons-là, de ces muscles-là, de ces ligaments-là. Donc, je dois intégrer ce travail. Et c'est ça le vrai travail de prévention au final. C'est faire un travail sur ces tissus qui ne sont pas encore problématiques. Parce que lorsque ça devient problématique, eh bien, c'est déjà trop tard. Okay, et là, vraiment, ça nous fait faire un grand pas en arrière avant de pouvoir revenir. Et seul Dieu sait à quel moment on peut revenir. Okay, quand, bien entendu, les tissus auront fait les adaptations nécessaires. Donc, c'est aussi simple que ça, vous devez faire du travail de maintenance. Et dans mon programme, dans mes programmes Restore tendinopathie patellaire et quadricipitale, eh bien, je mets du travail de maintenance. Je vous dis exactement quoi faire, comment le faire, avec quelles intensités, avec quelle fréquence, etc. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et les gens pensent qu'on doit faire 1000 exercices, etc. Non, non, non. Vous faites votre programme, certes, mais c'est les petits trucs que vous allez faire au quotidien qui vont faire toute la différence. Et bien entendu, je laisse de côté tout l'aspect lifestyle. On doit bien dormir, on doit bien manger, etc. Mais déjà ça, pour l'aspect structurel de vos tissus, vous devez faire le nécessaire pour régénérer quotidiennement ou le plus régulièrement possible ces tissus que vous connaissez comme étant problématiques ou éventuellement que vous connaissez qui sont problématiques pour beaucoup d'athlètes dans votre discipline. Donc, intégrez ça dans votre programmation, je vous en supplie, vous me direz merci par la suite. Okay, et ça, c'est un truc que j'ai intégré très tard avec mes athlètes, que j'ai compris très tard au final. Et c'est en lisant justement des études sur la relation qu'il y avait entre la douleur et la structure, en disant que en fait, la structure, elle est dégradée depuis un moment déjà. Tu ressens la douleur maintenant, mais elle est dégradée depuis un moment. Alors je me dis, merde, en fait, je dois faire un travail nécessaire avant que la douleur s'installe éventuellement. Et là, c'est intéressant, ça a changé. Ça a été un game changer. Avec moi, un de mes athlètes de NBA, franchement, ça a été un game changer la saison dernière.
c'est bien passé parce qu'on n'a plus attendu d'avoir mal. Ok, donc là, pour le tendon d'Achille, pour les mollets, voilà ce qu'on va faire. Et on l'intègre constamment. Après, il y a ceux qui font et il y a ceux qui ne font pas, bien entendu. Mais si c'est votre taf, vous n'avez pas d'excuses. Passons maintenant au dernier sujet du jour. On va parler du CrossFit. Alors, on me pose souvent cette question. Okay, le CrossFit, qu'est-ce que tu en penses? Le CrossFit, c'est encore beaucoup à la mode dans la francophonie. Je crois qu'il y a un nouveau truc qui est arrivé. Comment ça s'appelle ça? Hydrox, un truc comme ça. C'est un peu le cousin du CrossFit où on court, on fait une station, on court, mais il n'y a pas d'haltérophilie. Donc, je trouve que c'est intéressant. Déjà, pourquoi il y a pas ils se sont dit, je trouve que c'est intéressant déjà d'un point de vue business. Okay? D'un point de vue business, il y a cette nouvelle catégorie de cette discipline, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va rechercher Hydrox, je crois, je ne sais même pas. Attends, je vais chercher en live ici avec vous. Hydrox, non, comment ça s'appelle? Cousin CrossFit. Bref, je ne sais même pas. Aerox, je crois. Voilà, ça s'appelle Aerox. Peut-être je me trompe. Aerox. Ouais, voilà, Aerox. Et en fait, les gars, ils se sont dit, ok, c'est quoi le vrai problème du CrossFit? Le vrai problème, on devrait commencer normalement avec les bienfaits. Okay, on va commencer avec les désavantages vu que j'ai commencé là. Mais les gars, ils se sont dit, le CrossFit, c'est trop bien. On voit que les gens sont accros, ils développent une meilleure santé parfois, mais beaucoup de blessures quand même. Et beaucoup de blessures qui sont dues justement à ces modalités qui sont très complexes. Et je le répète depuis des années. Allez écouter mon premier podcast, je crois que je suis un des premiers à dire ça. Le CrossFit inclut les deux disciplines qui requièrent le plus de mobilité. Je dis ça depuis des années, j'ai entendu tout le monde reprendre ça, mais allez écouter mes premiers podcasts, mes premières vidéos sur YouTube. L'haltérophilie et la gymnastique, ce sont les deux disciplines qui requièrent selon moi le plus de mobilité articulaire. Au niveau d'articulation très complexe, les hanches, les épaules, la colonne vertébrale, etc. Okay? Donc on prend les deux disciplines qui requièrent le plus de mobilité. Et on prend les gens les plus sédentaires et on leur demande de faire ces activités. Alors que dans ces activités-là, dans la gymnastique et l'haltérophilie, eh bien, on conditionne les articulations des athlètes depuis qu'ils sont petits. Il y a un conditionnement progressif qui est fait. Et là, on prend Jean, Jacques, Sophie qui sont assis toute la journée et qui viennent se buter à la salle de sport. On leur dit, allez, va faire des snatchs, etc. C'est pas étonnant que, bien entendu, il y ait des blessures. Alors, je l'ai toujours dit. Est-ce que le CrossFit est mauvais pour nos articulations ou pour vos articulations? Non, ce n'est pas le CrossFit qui est mauvais pour vos articulations, nos articulations. Ce sont vos articulations qui sont mauvaises pour le CrossFit, okay? Parce que le sport vous a rien demandé, d'accord? C'est simplement que vous n'avez pas compris, et beaucoup de coachs, de préparateurs n'ont pas compris pendant longtemps, ça commence à venir maintenant bien entendu, qu'il y a certains prérequis pour pouvoir se mettre dans certaines positions et qu'il ne suffit pas de simplement pratiquer le mouvement pour pouvoir arriver éventuellement à le faire, d'accord? On doit être capable, d'un point de vue isolé, de se mettre dans XY position avant de pouvoir intégrer XY position au sein d'un mouvement complexe. Aussi simple que ça. Et malheureusement, ça a créé énormément de blessures. Et j'ai entendu plein de gens me dire, ah ok, des physios, des kinés, etc. Me dire, ah, je suis super content, j'ai une nouvelle salle de CrossFit qui est ouverte à côté de mon cabinet. Je suis refait, je me remplis les poches. Bah ouais, ok. Parce que malheureusement, on n'a pas enseigné les bonnes choses. Donc, c'est ce cousin du CrossFit, Aerox, ils ont compris le tout. Ils se sont dit, bon, on va enlever le truc problématique. Comme ça, on va récupérer tous les gens qui ont peur de se blesser et on va exploser de cette façon-là. Et je pense que ça commence à prendre. Et je pense que ça va prendre sincèrement parce que, hey, pourquoi pas? C'est la même chose, mais sans le danger. Donc, je dirais que le désavantage du CrossFit, c'est que malheureusement, il y a un risque élevé qui est également placé par une culture qui cherche à faire du truc vite. Okay? On cherche à aller vite. Il y a cette, on se focalise beaucoup sur le temps. Okay? Time cap. Vous avez X nombre de temps. On doit finir avant les autres, etc. Sur des mouvements complexes, sous fatigue, etc. Je trouve que voilà, c'est un peu compliqué. Ça peut amener justement à des blessures. Après, vous me direz que c'est du sport performance. Et la performance, bien entendu, ça vient avec des blessures. Mais là, on pousse le bouchon un peu loin. On va pas se mentir. Pour la population générale, on pousse le bouchon un peu loin. Donc, si, encore une fois, c'est adapté et il y a de très belles box de CrossFit qui savent adapter le tout. Donc, félicitations à toutes ces box-là, tous les honneurs, tous les head coaches qui font les trucs bien et qui savent justement instaurer cette culture où on oublie le va-vite, on va faire les trucs bien. Shout out à mon gars Saverio de Keep Up. C'est très bien ce qu'il fait. Justement, il inclut cette culture du bien bouger avant tout. C'est ça la priorité. Mais si avant tout, on place la culture du on va vite, on veut gagner, malheureusement, ça peut être problématique avec le genre de mouvement complexe qu'on vient de mentionner. Okay? Donc, ça, c'est un truc qui me dérange. Un autre truc qui me dérange parfois dans le CrossFit, c'est que au final,
il y a une logique que je comprends pas. Parfois, il y a une logique que je comprends pas. On va faire un truc sous fatigue et à la fin, on va dire, ok, tu vas faire un max au snatch. Mais pourquoi je vais faire mon max au snatch sous fatigue? Ok, encore une fois, c'est me pousser à me blesser. Alors, je comprends l'aspect mental. Ok, on va essayer de décrocher un max et au CrossFit Games, on voit des trucs de ouf. Mais pour la plupart des athlètes, la population générale, je pense que c'est un peu compliqué d'avoir un ordre d'exécution d'exercice qui n'a pas vraiment de sens selon moi. Encore une fois, pour qu'une exécution ou une programmation, un jour d'entraînement soit bien fait, selon moi, on doit placer les exercices aux intensités les plus élevées qui requièrent le maximum de focus, qu'on soit le plus frais possible au tout début de l'entraînement. Si on place ça à la fin de l'entraînement, au milieu de l'entraînement, eh bien, on ne va pas pouvoir bénéficier des bienfaits de l'exercice en question qui requiert normalement des intensités les plus élevées, de la technique la plus complexe, etc., etc. Donc, voilà, encore une fois, c'est un peu mon coup de gueule par rapport à ça, mais je sais qu'il y a des coachs qui adaptent le tout et qui font le tout très bien. Maintenant, le dernier désavantage, peut-être un truc que j'apprécie un peu moins dans le CrossFit, eh bien, c'est pas forcément le CrossFit en soi, c'est que c'est devenu un peu la nouvelle méthode optimale pour la préparation physique, et ça, dans la francophonie. Je dirais qu'au States, j'ai jamais vu ça, au Canada, j'ai jamais vu ça. Mais dans la francophonie, eh bien, on s'est marié à ça. Okay, j'ai entendu plein de préparateurs physiques, de coachs. Oh, on fait du crossfit. Le crossfit, c'est le meilleur truc pour les athlètes, etc. C'est normal parce qu'on est passé de faire des trucs sur des bosus à enfin faire de la force, faire des trucs un peu plus explosifs, etc. Ah, ouais, les athlètes deviennent plus forts. Huh? No way. Huh? You shitting me? Sérieux, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Parce que enfin, on a inclus des choses qui ont un caractère un peu plus athlétique. Normal qu'on s'améliore. Mais à quel prix, encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de négliger? Donc, selon moi, je ne pense pas que le CrossFit ce soit le truc pour la préparation physique. Je pense que les athlètes deviennent meilleurs parce qu'on pose une base générale. Mais pour les athlètes, eh bien, encore une fois, il y a un risque qui est trop élevé si on lui organise un peu avec ce modèle que tout le monde organise. Et surtout, il y a des trucs qui manquent. Selon moi, il y a des trucs qui manquent sur la réactivité. On ne travaille pas vraiment sur la réactivité. Ça ne fait pas partie de la discipline, donc c'est normal. Donc, ce n'est pas une critique en soi. C'est simplement le considérer dans ce contexte-là de développement athlétique. On travaille vraiment plus sur le plan sagittal, donc plutôt en avant, en arrière, alors que les athlètes doivent être capables de changer de direction. Donc il y a différents plans de mouvement qu'on veut adopter. Et ça, je pense que ça manque vraiment au CrossFit si on venait à l'utiliser uniquement comme préparation physique pour les athlètes. Après, vous me direz qu'on peut intégrer certaines modalités du CrossFit. Et encore une fois, ce ne sont pas du CrossFit. Le CrossFit, c'est une marque, mais des modalités mixtes. Et là, ça peut être intéressant pour les athlètes, bien entendu. Donc, c'est un peu, ce sont des désavantages, encore une fois, qui doivent être contextualisés. Maintenant, quels sont les bienfaits du CrossFit? Parce que le CrossFit, après tout, c'est une discipline que j'apprécie. J'apprécie regarder, j'apprécie pratiquer également. Je trouve que c'est fun, je trouve que c'est intéressant. Les bienfaits, déjà, c'est qu'ils ont ramené un aspect communautaire qui est intéressant. Ça a poussé des gens qui ne se sont jamais entraînés à s'entraîner. Donc, ça, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Un truc que je trouve très, très intéressant, c'est qu'ils ont mis en avant le fait de faire de la force, faire des exercices de force. Moi, quand j'ai commencé la musculation, quand j'avais 14 ans, eh bien, je peux vous dire, dans les salles de sport dans lesquelles j'allais, les salles de fitness, il y avait un rack. Et il n'y a personne qui faisait des squats, il n'y a personne qui faisait des deadlifts, des soulevés de terre, etc. Personne faisait ça. Il n'y avait que des machines, etc. On faisait le haut du corps, du développé couché, mais personne faisait ce genre d'exercice. Et c'est que lorsque le CrossFit est arrivé, cette popularisation du CrossFit, qu'on a commencé à observer les gens en salle de sport. Oh, les gens qui font des soulevés de terre, qui font des squats lourds, etc. Tout d'un coup, on a beaucoup plus de racks. Et le CrossFit a évolué. Et là, on commence à voir dans des salles, dans chaque salle, il y a un coin cross-training. Okay, le cross-training, encore une fois, qui a été influencé par le CrossFit. Donc ça, c'est très, très bien. On le doit au CrossFit et on doit les remercier parce qu'il y a énormément de bienfaits, justement, à utiliser ces exercices de force. Et je tiens à dire que, surtout, un truc qu'ils ont ramené, c'est qu'ils ont ramené cette influence positive auprès de la population féminine. Parce qu'avant, beaucoup de femmes ne voulaient pas soulever des charges lourdes. Et là, on voit les femmes qui veulent lever des charges lourdes, qui font des squats lourds, qui font des clean and jerk lourds, des snatchs, etc. Et c'est extraordinaire, c'est très beau à voir. Donc ça, je ne peux que encourager toute la gente féminine à continuer à s'entraîner parce qu'il n'y a pas d'entraînement pour les hommes et d'entraînement pour les femmes. C'est des conneries tout ça, ok? Donc ça, c'est extraordinaire qu'ils aient ramené ça. Et ça, je trouve que ça doit être maintenu et j'espère que ça va continuer à l'être. Et dernier point, je trouve que ce qui est très intéressant, qu'on doit remercier encore une fois le CrossFit par rapport à ça, c'est qu'ils ont montré que les interférences, eh bien, c'était plus un concept théorique que pratique. Donc en gros, les interférences, un concept ici dans la littérature qui disait que voilà, vous pouvez pas développer votre cardio et votre capacité à prendre du muscle en même temps parce que si vous faites on va utiliser certaines voies métaboliques qui sont pas appropriées pour l'autre, etc. Bref, ça va pas fonctionner. Au final, on se retrouve avec des gars qui arrivent à courir un 10 km, qui arrivent à faire un snatch, arrivent à faire des muscle-up avec des anneaux, qui
ressemblent à des bodybuilders, mais qui arrivent à bouger de manière fonctionnelle, je mets ça entre guillemets ici, mais voilà, ça remet en question tous les on-dit qu'on a eu pendant longtemps dans l'industrie. Et ça, j'adore parce que j'ai toujours eu ce discours. Et le fait de voir énormément d'athlètes du plus haut niveau montrer ça, extraordinaire, extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment beau à voir. Et encore une fois, vous pouvez vous en inspirer sans forcément utiliser exactement les mêmes exercices, mais vous pouvez tout développer. Vous pouvez avoir un corps qui bouge bien dans l'espace, vous pouvez être mobile, vous pouvez avoir un beau physique esthétique, d'accord, et vous pouvez avoir un moteur qui est performant, ok. Donc ici, moteur qui fait référence au cardio. Donc voilà ce que le CrossFit a amené en bien, et je trouve que c'est extraordinaire, et on doit remercier le CrossFit pour ça. Donc voilà, encore une fois, tout est contexte spécifique ici. Chaque box va avoir une culture un peu différente, chaque coach va modeler un peu le tout de manière différente, mais je dirais que c'est ce que j'ai à apporter ici, et comme ça, vous savez extrapoler plus ou moins ce qu'il y a à extrapoler et à intégrer, ce qu'il y a à intégrer dans votre programmation. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. Je vous invite à checker. C'est la semaine Easy, à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Semaine de Black Week, donc Black Friday, vendredi, Black Friday Week. Tous mes programmes à 60%, sauf le programme Mentorship. Allez checker tout ça, dont la sortie des deux nouveaux programmes, Restore, tendinopathie patellaire et quadricipital. Allez checker tout ça, le lien est dans la description. Dans tous les cas, nous on se voit, /parle très bientôt. Peace!